Exco est ravie de vous retrouver pour ce webinaire social. Dont la thématique sera aujourd'hui un peu plus ciblée RH sur les entretiens. Donc effectivement, la vie d'un contrat de travail ou même avant, c'est recruter, c'est manager, c'est aussi se séparer. Et pour cela, au cours de ces entretiens, il y a des entretiens en tout cas incontournables à chaque étape du contrat. Donc, Exco est un réseau d'expertise comptable d'audit reconnu en France et à l'international, hein. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se rejoint tous les trimestres pour des webinaires, vous le savez. Donc, moi, je suis Laetitia Livolsi, je fais partie du groupe du réseau, je vais y arriver, du cabinet Exconexium, qui se situe dans le Grand Est et qui est un cabinet composé de cabinets indépendants et qui se trouve sur le site d'Épinal, Villers-lès-Nancy, Metz, Thionville, Strasbourg et Paris. Je précise avant de donner la main à ma collègue que les slides pourront être récupérés auprès de vos conseils ou experts comptables. Et pour les personnes qui ne sont pas clients d'un des cabinets du réseau, eh bien, je vous laisserai vous rapprocher de Camille ou Virginie, dont l'adresse est indiquée sur le dernier slide. Voilà. Maëlys, je te laisse la main. Merci. Donc moi, c'est Maëlys Franck, juriste en droit social chez Exco Omni-Conseil, donc dans la région des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône principalement. Donc on va peut-être laisser Laetitia quelques secondes pour les derniers qui s'insèrent dans le webinaire. On peut, oui, il n'y a pas de Ouais. souci. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme l'a rappelé Laetitia, c'est une thématique importante et quotidienne pour vous, qu'on va subdiviser en plusieurs points. On peut peut-être commencer à introduire Laetitia. Voilà, donc on va diviser en 3 points dans la vie du contrat, donc à l'embauche, donc précédemment au début de la relation contractuelle, tout au long de la vie du contrat, et puis ensuite préalablement à la sortie. Donc vous le voyez ici, on a plusieurs événements que nous allons traiter. Je pense qu'on peut commencer. Donc, vous le voyez ici, on vous a proposé un petit tableau qui reprend certains entretiens. Nous n'allons pas tous les traiter aujourd'hui, nous en traiterons que quelques-uns. Vous pourrez retrouver ici sur le support les autres types d'entretiens qui existent, la nature de l'entretien et son caractère obligatoire ou non. Donc tout d'abord, nous commençons donc par l'embauche. Donc qu'est-ce que c'est ce premier entretien? C'est l'entretien de recrutement qui permet, comme vous le connaissez, de recruter vos salariés sur vos structures. Donc, 2 points clés pour cet entretien. On a des informations que l'on ne peut pas demander et puis aussi, il faut être pertinent dans ce que vous demandez et l'approche que vous avez pour cette embauche. Donc, premier point, effectivement, il faut évaluer la capacité du salarié, du candidat, à occuper l'emploi que vous proposez et ensuite évaluer ses aptitudes professionnelles. Dans le cadre d'un recrutement, on est plutôt sur un aspect hard skills, soft skills, donc on va plus sur la personnalité du candidat, essayer de déterminer bien évidemment au-delà de ses compétences et son expérience professionnelle, si sa personnalité pourra complètement s'introduire dans vos équipes et fonctionner. Pour ces informations qui seront demandées à ce moment-là, il faut absolument qu'on conserve un lien qui soit direct et nécessaire. Toutes les informations ne sont pas justes et bonnes à demander. Voilà, donc il faut effectivement se restreindre sur ce que vous demandez. À titre d'exemple, vous avez une liste non exhaustive sur le côté avec tout un tas d'informations qui est interdit de demander aux candidats, notamment l'état de grossesse, l'apparence physique, l'origine, l'orientation sexuelle ou autre, vous pouvez le voir ici. Étant précisé que tous les résultats obtenus, bien évidemment, au cours de cet entretien d'embauche restent confidentiels entre vous, le salarié, et éventuellement, bien évidemment, le service de ressources humaines qui s'occupe de cette embauche-là. Le risque étant, si vous transgressez ces règles, si vous demandez une information que vous n'avez pas le droit de demander, c'est que le candidat est écarté du poste parce que voilà, sur ces informations-là, vous avez décidé de ne pas le recruter. Le risque étant qu'un motif discriminatoire soit retenu à votre rencontre,
si le salarié saisit le conseil de prud'homme et donc qu'il puisse obtenir des dommages et intérêts pour l'éventuel préjudice subi. Voilà, donc petit rappel également sur l'affichage obligatoire que vous avez sur vos structures, sur vos tableaux d'affichage, etc. Tous ces affichages-là doivent être à disposition du candidat le jour où vous faites votre embauche. D'où l'intérêt de faire plutôt un entretien d'embauche physiquement, en présentiel, plutôt qu'en distance, ou en tout cas dédoubler l'entretien si vous l'avez fait une première fois à distance, d'en refaire un second en présentiel pour pouvoir respecter ces règles. Donc, je laisserai la main ensuite à Laetitia pour la suite. Nous passons donc sur l'avis du contrat, donc la deuxième étape de cette relation contractuelle. Merci. Donc, vous l'aurez compris, cet entretien à l'embauche, des normes, des obligations, un respect et puis surtout un échange. Cet affichage obligatoire, n'hésitez pas à revenir vers vos conseils dans les cabinets. Donc là, on passe sur l'entretien individuel et professionnel. Alors, on a voulu aborder les deux parce qu'en fait, il y a des petites différences et il y a surtout le fait que l'entretien individuel, qu'on appelle surtout l'entretien d'évaluation, n'est pas obligatoire, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient. Si vous prenez la décision de le faire, alors cet entretien d'évaluation se fait en principe tous les ans et il est là pour apprécier finalement par rapport à l'activité du salarié, ses capacités passées, de l'année passée. Et pour ce faire, nous vous conseillons réellement, et que ça soit pour l'entretien individuel et professionnel d'ailleurs, nous vous conseillons d'avoir des fiches de poste. Alors, pourquoi une fiche de poste? Tout simplement, et fiche de poste qui évolue tout au long de la vie de la relation contractuelle. Pourquoi une fiche de poste? Parce qu'en fait, ça permet de cadrer l'entretien. Ça permet de partir de ce document et d'adapter les échanges ensuite, hein, chaque année, en fonction de ce qui sera dit au cours de cet entretien. Et l'idée, en partant de cette fiche de poste, c'est aussi de rassurer le salarié et de se dire, bah voilà, j'ai un métier, j'effectue ces tâches et c'est là-dessus, en tout cas au niveau technicité, que l'on va aborder cet entretien individuel. Donc, c'est quoi? Il va y avoir diverses étapes. On vous a laissé sur la colonne de droite à ma droite en regardant l'écran les questions que vous pouvez éventuellement poser lors de cet entretien individuel. Et vous voyez, donc là, je vous parlais de la journée type ou une fiche de poste. La deuxième étant l'état d'esprit, la réussite et les échecs de l'année passée. Il faut bien, en fait, créer un dialogue avec le salarié pour qu'il se sente à l'aise, pour que tous ces éléments, donc les réussites, mais également les échecs, c'est important hein, de faire le positif et le négatif, puissent être abordés de façon libre. Ensuite, il faut laisser la place à la discussion sur les obstacles que votre salarié a rencontrés justement tout au long de cette année passée. Alors des obstacles qui sont liés à sa propre personnalité, mais aussi des obstacles qu'il a rencontrés, qu'il a surmontés, qu'il a réussi à surmonter peut-être hein, ou pas, mais parce qu'il y a à son à- selon lui, en fait, des désorganisations et qui peuvent être pris en compte ou qui peuvent être expliqués par l'employeur lors de cet entretien. Enfin, vous allez faire le point d'étape de l'année passée. Donc, le bilan de l'année passée. Donc là, il vous a expliqué les obstacles qu'il a surmontés, mais on fait un point d'étape et on dit voilà ce qui s'est passé l'année passée et on en fait un bilan. Et surtout, il faut conclure pour que ça ait un intérêt, hein, cet entretien d'évaluation. On évalue les capacités du salarié de l'année passée. Il faut qu'il y ait des objectifs à venir pour motiver votre salarié pour l'avenir. Donc ça, c'est cet entretien d'évaluation. Il ne peut pas, attention, même si c'est facultatif, si vous faites cet entretien, le salarié ne peut pas refuser d'y venir. S'il refuse d'y venir, ça peut être constitutif d'un motif disciplinaire. En revanche, le compte-rendu que vous feriez sur cet entretien d'évaluation, eh bien, le salarié peut tout à fait refuser de le signer ou émettre des réserves. Donc maintenant, l'entretien professionnel. Donc l'entretien professionnel, même si on va aborder le avant de passer à cet entretien professionnel, je précise juste que cet entretien professionnel est obligatoire. Il est obligatoire tant pour l'employeur que pour le salarié. Et il doit se faire, mais j'aborderai après l'échéance, tous les 2 ans. Donc,
pour l'entreprise que nous vous conseillons, donc encore une fois, on part sur l'établissement d'une fiche de poste. Et encore une fois, cette base de fiche de poste est à notre sens très important, même si juridiquement, une fiche de poste n'est pas obligatoire, encore une fois, sauf disposition conventionnelle en la matière. Donc, on part, et vous, en tant qu'entreprise, vous allez partir de cette fiche de poste. Vous allez aussi réfléchir à la stratégie de l'entreprise et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pourquoi? Parce que cet entretien professionnel, elle sert à aborder et à élaborer un projet professionnel du salarié. Et pour ça, il faut que vous le mettiez dans le contexte entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire stratégiquement pendant les 2 années à venir? Je prends cette échéance parce que c'est votre obligation toutes les 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la gestion des emplois et des compétences et notamment en formation? Et puis aussi appréhender le travail de chaque salarié, mais collectivement, pour ensuite en faire un retranscrit de qu'est-ce qu'on va pouvoir prévoir comme projet professionnel pour ce salarié. La finalité de ce travail en amont, c'est de créer un dialogue avec les salariés. C'est que c'est une source de motivation pour le personnel et tenter de le conserver les talents le plus longtemps possible. Et puis, voir l'employabilité de ceux-ci. Pour le salarié, parce que c'est important, il faut le prévenir au moins 15 jours à l'avance de cet entretien professionnel. Il faut lui remettre le dossier de préparation de l'entretien pour qu'il puisse, lui, prendre le temps également, donc lui rappeler l'importance pour lui de cet entretien, pour qu'il puisse prendre le temps de vous retranscrire ses aspirations pour son avenir professionnel, pour valoriser les apports du poste actuel et les améliorations ou les manques, et surtout pour qu'il puisse s'informer sur les dispositifs à sa disposition, puisque vous allez lui indiquer l'existence de, et en tout cas l'importance d'ouvrir son compte personnel de formation, de lui rappeler qu'est-ce qu'une valorisation d'acquis de l'expérience. Tout ça permet de prévoir un projet commun pour l'entreprise et surtout pour lui. Donc, pendant l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une grille d'entretien. En plus de la fiche de poste, vous allez avoir cette grille d'entretien qui va être le support et qui va vous faciliter l'échange en fait, parce que vous avez tout simplement suivre les points et surtout aborder les points incontournables de cet entretien qui vont être les compétences développées, les formations faites et les formations à venir. Et ça va vous permettre de créer une liberté d'échange tout au long de cet entretien. L'idée, c'est de recenser les actions de formation donc pour l'avenir, c'est d'identifier leurs projets, à quoi vont servir ces formations. Et enfin, et ne pas oublier, il faut conclure cet entretien. C'est important, il faut une conclusion à cet entretien pour que ça devienne concret. À l'issue de l'entretien, donc c'est ce que je viens de vous dire, un compte-rendu d'entretien signé. On va transmettre les résultats à la hiérarchie si jamais, en fait, c'était le manager qui avait tenu cet entretien, qui a tenu cet entretien, pardon, et on va exploiter les informations pour concrétiser la décision. Et comment on peut concrétiser cette décision dans des entretiens professionnels, en fait, eh ben, c'est le plan de développement des compétences, de l'emploi et des compétences pour les formations à venir et les échéances pour les faire. Il est important de prévoir et de se dire, lorsque dans les 2 ans, vous n'êtes pas en compétence, vous n'êtes pas capable d'honorer la formation que vous avez prévue pour le salarié, il faut absolument lui dire, lui écrire pour vous couvrir, mais en tout cas lui dire pour qu'il comprenne pourquoi ça ne sera pas cette année, mais l'année d'après. Donc, le calendrier des entretiens, il est rappelé sur le côté. Vous l'avez, c'est quoi? C'est un entretien tous les 2 ans à partir de la date d'entrée et ensuite un entretien et le bilan de ces 3 entretiens passés au bout de 6 ans. Il est possible d'avoir une durée dérogatoire. Il faut conclure un accord collectif et n'avoir qu'un entretien, par exemple, au bout de 3 ans et l'entretien bilan au bout de 6 ans qui, lui, est obligatoire. Là, pareil, pour rédiger ce type d'accord collectif, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil. Et pourquoi il faut respecter ces échéances? Alors, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le Code du travail ne prévoit pas de sanctions à cette non-réalisation. Mais pour les entreprises de plus de 50 salariés,
Il y a une sanction qui est financière, hein, vous avez les cas des situations concernées et l'abondement, il y aurait un abonnement correctif, je vais y arriver, pardon, de 3 000 € à verser à la Caisse des dépôts et de consignation. Donc, par entretien professionnel non respecté. Donc, vous avez un salarié, c'est 3 000 €. Il y a 4 ou 5 salariés, c'est tout de suite la multiplication de 3 000 € par le nombre de salariés concernés. Je dis qu'il n'y a pas de sanction pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais attention, vous avez un devoir de former vos salariés tout au long de leur vie du contrat. Et du coup, ce qu'il pourrait se passer pour les entreprises de moins de 50 quand même, c'est que sur cette base d'absence d'entretien pro et surtout de formation non obligatoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réglementés par le métier lui-même, eh bien, ils pourraient demander des dommages et intérêts. Je vais redonner la main à Maëlys pour les forfaits jours. Merci Laetitia. Donc, dans la continuité de la vie du contrat, nous allons maintenant voir un autre sujet, celui des entretiens spécifiques. Et nous commencerons par le forfait jour. Donc, le forfait jour, pour rappel, la convention de forfait en jour ou en heure implique une grande liberté, autonomie aux salariés. Et donc, la contrepartie à cela, c'est donc un entretien obligatoire. Pourquoi cet entretien? Justement pour assurer un suivi à ce salarié qui n'est pas comme les autres. Donc, comment on organise tout ça? Donc, soit c'est prévu dans votre accord collectif ou dans votre convention collective mettant en place, autorisant la mise en place du forfait jour. Sur la régularité, à moins que ce ne soit prévu dans ce document, on préconise au minimum une fois par an, un entretien par an, mais on va de plus en plus vers une nouvelle tendance qui est de prévoir plutôt une fois par trimestre. Pourquoi une fois par trimestre? Parce que dans le premier temps, ça vous permet d'assurer un suivi global sur la convention de forfait, si tout se passe correctement sur les jours ou les heures travaillées. Et puis, ça vous permet de faire des points régulièrement sur les points que j'évoquerai tout à l'heure. Sur le formalisme, on conseille quand même un entretien physique, toujours. C'est plus simple pour garder un contact avec le salarié, pour échanger de manière un peu plus informelle. Parfois, c'est un peu plus rassurant pour les deux parties. Et puis surtout, de convoquer à l'avance le salarié pour lui laisser la possibilité de se préparer en amont, de préparer ses questions, de préparer voilà, ses réponses aussi aux questions que vous aurez à lui poser. Sur le contenu de cet entretien obligatoire, il y a des points qui sont impératifs à évoquer. Les voici. Donc, premièrement, la charge de travail, c'est très important. Il faut vérifier qu'elle soit bien adaptée et proportionnée à la convention de forfait, puisque quand vous convenez avec le salarié à l'embauche ou en cours de contrat d'une convention de forfait, vous prévoyez des fonctions et puis un nombre d'heures ou de jours travaillés et une rémunération forfaitaire en fonction de la charge de travail. Donc, c'est l'occasion à cet entretien de bien vérifier que les contours soient les mêmes ou si, le cas échéant, il y a évolution, d'évoquer cette évolution et pourquoi pas de l'envisager. Ensuite, deuxième point à évoquer, c'est donc la rémunération du salarié. Toujours dans cette même direction, de vérifier qu'elle soit adaptée et proportionnée. Ensuite, l'organisation du temps de travail du salarié, puisque c'est très important pour les conventions de forfait. Comme je vous le disais tout à l'heure, au regard de cette grande autonomie, il faut assurer un suivi impératif aussi de cette organisation du temps de travail. Donc, de vérifier si le salarié respecte bien son droit à la déconnexion, s'il respecte bien les durées minimum et maximum pardon, de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires, voilà, s'il respecte l'ensemble de ces données-là, s'il respecte bien le nombre de jours prévus à la convention de forfait jour, le nombre d'heures prévues à la convention de forfait heure. C'est également l'occasion de vérifier que cette convention de forfait ne porte pas atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, donc que l'articulation entre cette vie et cette vie professionnelle soit bien équilibrée et soit bien adaptée toujours. Et pour terminer, bien évidemment, comme lors de chaque entretien, ce que Laetitia vous a également rappelé tout à l'heure, c'est l'occasion d'échanger avec le salarié et de vraiment d'évoquer toutes les difficultés qui sont rencontrées, que ce soit de votre côté ou du sien. C'est vraiment un moment d'échange dédié aussi, malgré son caractère obligatoire. Le risque, si cet entretien obligatoire n'est pas réalisé, c'est qu'en cas de contentieux, la convention de forfait pourrait être privée d'effet et considérée nulle. C'est pourquoi il est également important, comme Laetitia vous l'a rappelé également tout à l'heure pour sa partie,
qu'il est important, pardon, de conserver une preuve écrite de la réalisation de l'entretien et donc un compte-rendu contresigné des deux parties. Le risque étant également, si vous n'êtes pas en mesure de prouver ce suivi de la convention de forfait, c'est donc en cas de convention annuelle nulle, c'est donc la requalification éventuelle du contrat de travail et donc avec paiement des heures supplémentaires et une indemnité également éventuellement pour exécution déloyale de la convention de forfait. Donc c'est vraiment très important de respecter ce caractère-là obligatoire pour cet entretien. Le forfait jour n'est pas le seul entretien spécifique qu'il existe durant la vie du contrat. Nous avons également un entretien que nous avons estimé important à vous évoquer, pardon. C'est celui ce que l'on appelle un retour d'événement. Le premier étant le télétravail. Donc le télétravail est également bénéficie également pardon, d'un entretien obligatoire annuel. Le but étant, là encore une fois, comme pour la convention de forfait, d'assurer un suivi pour ce salarié qui dispose d'une autonomie spéciale puisqu'il est en télétravail. Donc là, on évoque la situation du salarié en télétravail de manière ponctuelle ou celle du salarié en télétravail de manière quotidienne, récurrente. Donc, pourquoi il est important? Le but, ça va être également, là encore, de rappeler que le salarié bénéficie de son droit à la déconnexion, qui doit respecter le repos minimal quotidien, hebdomadaire, et ses amplitudes de travail. C'est également l'occasion de vérifier que la conciliation entre sa vie personnelle et professionnelle est bien respectée et que le salarié, surtout, dispose du matériel informatique et mobilier dont il a besoin pour travailler chez lui ou dans les espaces de coworking, là où il exécute son télétravail. Cet entretien est vraiment important aussi par rapport à tous ces points. C'est vraiment comme pour la convention de forfait, comme vous avez un salarié que vous n'avez pas physiquement avec vous, sur place, sur l'établissement, vous ne pouvez pas vérifier par vous-même que celui-ci respecte bien son droit à la déconnexion, son repos quotidien ou hebdomadaire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment assurer ce suivi-là, notamment en cas de contentieux ou de contrôle de l'inspection du travail. C'est des éléments qui pourraient éventuellement vous être demandés. Sur le formalisme, par rapport à cet entretien, c'est défini soit dans le document pardon, qui institue le télétravail, donc l'accord écrit entre vous et les salariés, la convention collective, l'accord collectif. Sur la régularité, on préconise un entretien une fois par an. Là encore, on peut tout naturellement prévoir une régularité qui soit différente. On peut également prévoir de le faire en même temps que d'autres entretiens. Par exemple, l'entretien d'évaluation, l'entretien individuel que Laetitia vous a évoqué tout à l'heure, ça peut être l'occasion de venir le greffer à celui-ci. Le risque étant, en cas d'irrespect de cette obligation-là, en cas de contentieux, le salarié pourrait prouver un préjudice subi du fait de cette absence et donc obtenir des dommages et intérêts pour défaut de votre obligation de santé et sécurité. Deuxième entretien spécifique, retour après événement. Donc là, on va parler des retours d'absence et nous allons fixer l'objectif sur les longues maladies et le congé maternité. Là également, c'est imposé par la loi et la loi vous impose de réaliser l'entretien professionnel. Donc l'entretien professionnel que vous a évoqué Laetitia tout à l'heure, avec son formalisme et puis ses conséquences également juridiques en cas d'irrespect. Le calendrier est un petit peu différent ici puisqu'il faut le faire en retour d'absence dans un délai de 8 jours au retour du salarié. Il peut être, et il doit même plutôt être combiné avec la visite de reprise, puisque vous savez qu'à certaines absences, la visite de reprise avec le médecin du travail est obligatoire. Donc, il va falloir combiner tous ces événements-là afin de pouvoir respecter cette obligation. Le but étant d'assurer, encore une fois, le suivi du salarié, son retour, donc le préparer dans bonnes conditions, prévenir également des risques psychosociaux, donc d'une manière un peu plus globale, d'assurer le suivi de sa santé et donc de respecter votre obligation de santé et de sécurité. Le risque étant là encore une fois, en cas de violation de cette obligation, des dommages et intérêts si le salarié décide de se porter au contentieux et a réussi à prouver un préjudice. D'où encore une fois l'importance vraiment de conserver une preuve écrite, un compte-rendu contresigné entre vous et le salarié. Pour la suite, Laetitia, merci. Je vais laisser la main pardon, à Laetitia pour la suite de la vie du contrat et notamment les entretiens liés au mandat.
Merci. Alors, avant d'aborder ces entretiens liés au mandat, je referai juste une précision parce qu'on vous a parlé de ces entretiens qui sont l'entretien télétravail et l'entretien en retour de maladie. N'oubliez pas, parce qu'on a encore trop souvent d'entreprises qui ne sont pas en possession de leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Et je réitère l'information qu'on a donnée à plusieurs reprises, hein. L'inspection du travail a demandé que la vérification de plus en plus lors des visites médicales pour savoir s'il y a un document unique, si les salariés sont au courant, etc. Donc, le contrôle va se faire en fait. Et cette plateforme qui devait être mise en place il y a 2 ans en arrière, en 2022, donc déjà 3 ans, hein, pardon, va bientôt et vraisemblablement se mettre en place. Donc, n'oubliez pas que vous avez ce devoir-là, cette obligation-là, dès le premier salarié pour chaque établissement. Donc, n'oubliez pas de respecter et de le mettre en place. Et pour le télétravail, notamment pour les entretiens, le télétravail, le mentionner dans votre DUER, c'est important. Donc là, je vais faire et je reviens à ma slide sur les entretiens liés au mandat. Alors, encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, hein, vous allez pouvoir le lire et le voir. Ce sont des entretiens qui peuvent être, sauf un, mais ce sont des entretiens qui peuvent être demandés par les salariés et notamment les salariés qui sont détenteurs d'un mandat de conseiller municipal, départemental ou régional. Il faut savoir qu'un début de mandat, un salarié peut vous demander, alors non pas différent de l'entretien professionnel dont je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, mais un entretien individuel qui permettrait de voir pour eux, en tout cas pour qu'il soit fixé l'objectif, donc des mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie privée et la vie professionnelle, encore une fois, et la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et le cas échéant sur ce qui concerne la rémunération, les temps d'absence pour les temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Il faut savoir que pour le conseil municipal départemental, en fin de mandat, à la différence des représentants du personnel que je vais évoquer juste après, il n'y a pas d'entretien obligatoire, mais encore une fois, un salarié peut 2 mois avant une reprise complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'ira plus à ces rendez-vous ou ces réunions de conseillers municipaux, départementaux ou régionaux, peut vous demander également un entretien. Ces entretiens sont facultatifs à la demande, mais une fois que la demande est faite, en revanche, vous ne pouvez pas refuser de les recevoir. Il y a un cas spécifique pour les représentants du personnel, donc les délégués du personnel titulaire, les délégués syndicaux, les mandats ou les titulaires d'un mandat syndical. Alors, il y a un entretien qui est également facultatif, qui peut être demandé en début de mandat, donc qui est en plus de l'entretien professionnel. Et c'est pareil, là, l'objectif, c'est d'aborder les modalités pratiques d'exercice de ce mandat et l'ensemble de ces entretiens-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de formalisme obligatoire prévu par les textes. Nous vous conseillons, encore une fois, de le faire par écrit et de retranscrire les échanges qu'il y a eu et la communication qu'il y a eu par un écrit. Et la particularité pour les représentants du personnel, le formalisme, c'est qu'ils peuvent venir accompagnés par une personne de leur choix, qui font partie de l'entreprise. Et l'autre particularité, la dernière, en fin de mandat, les délégués du personnel, alors vous voyez en bas de cette slide, vous voyez le cas particulier des entreprises de moins de 2000 et plus de 2000. Donc, toutes les salariés titulaires d'un mandat ne sont pas concernés, mais je vous laisserai prendre les cas concernés. Mais en tout cas, lors de cette fin de mandat, lors de l'entretien professionnel, vous devez aborder la valorisation des parcours syndicaux. Alors attention, syndicaux est indiqué, mais les DS ne sont pas concernés par cette obligation de valoriser les parcours syndicaux. Voilà. Ça sert à quoi cet entretien? Bah, simplement, ça recense les compétences acquises au cours du mandat et on précise les modalités de valorisation de l'expérience professionnelle. On va passer à la sortie maintenant, en tout cas le préalable à la sortie plutôt, c'est plus adéquat et je redonne la main à Maëlys. Merci Laetitia. Donc, un peu plus rapidement ici, puisque je pense que vous avez peut-être déjà été confronté à ce type d'entretien qui
est obligatoire préalablement à la sortie et qui est peut-être un petit peu plus courant pour vous. Donc, nous avons distingué ici, je vous laisserai en prendre connaissance également sur la slide, trois cas. Le cas classique, le cas du salarié protégé dans une entreprise de moins de 50 salariés et le cas du salarié protégé dans une entreprise de plus de 50 salariés. Étant précisé que vous le voyez, nous avons subdivisé entre la convocation, la convenue, le déroulement, les suites et les délais spécifiques. Voilà, vous avez plusieurs thématiques. Certaines obligations restent valables pour les trois cas, d'autres sont spécifiques à chacun. De manière générale, le délai entre la convocation et votre entretien préalable reste de 5 jours ouvrables selon le droit commun. Nous avons des particularités là également, étant précisé que ce délai est vraiment impératif car son IRSP implique une irrégularité de la procédure. Donc derrière, ça pourrait faire tomber toute votre procédure de sortie et donc remettre en cause tout ce qui a été fait. Donc ce point-là est valable pour les trois cas évoqués. Le but de cet entretien est donc, dans un premier temps, vous évoquez l'objet avec le salarié. Cette convocation doit également préciser le jour, heure de l'entretien, le lieu de l'entretien et la possibilité pour le salarié de pouvoir se faire assister lors de cet entretien. Donc, soit par un représentant du personnel de l'entreprise ou bien par des personnes désignées sur liste disponible auprès de vos préfectures ou mairies. Lors de cet entretien, le but est d'aborder les raisons qui vous ont poussé à le réaliser, tout simplement. Et donc, dans votre esprit, vous savez très bien, vous avez la décision que vous souhaitez prendre, mais il est très important de ne jamais, vraiment jamais, évoquer votre décision finale. Cet entretien, c'est vraiment le moment d'aborder ses raisons avec le salarié, de lui laisser un temps d'explication. C'est véritablement un temps d'échange, puisque vous pouvez changer, entre guillemets, d'avis, bien évidemment, après cet entretien. Cet entretien, en fait, vous permet de vous décider, de poser votre décision en fonction de cet échange, de ce que le salarié vous aura proposé comme argument. Étant précisé que dans la situation, vous le voyez ici, des salariés protégés dans une entreprise de plus de 50 salariés, il est impératif de demander l'avis des membres du CSE préalablement à l'entretien du salarié protégé. Donc là, on est dans le cas où, bien évidemment, on décide de réaliser cet entretien, de convoquer ce salarié protégé. Ensuite, vous avez des délais à respecter après la réalisation de cet entretien, avant la notification du document de rupture, de la notification de licenciement. Étant précisé que vous avez des situations dans lesquelles le délai est plus élevé. Je pense notamment, par exemple, au licenciement économique, pour lequel, en fonction du statut du salarié, notamment cadre ou non cadre, le délai est déjà rallongé par rapport au délai de droit commun, Et entre ces deux catégories de salariés, le délai est différent aussi. Il est porté notamment à 7 jours pour les non-cadres entre la réalisation de l'entretien et l'envoi de la notification. Il y a 15 jours pour les cadres. Une petite précision, toujours pour nos salariés protégés, il est impératif, avant d'envoyer votre notification, de saisir l'inspecteur du travail pour lui en demander l'autorisation. Ce n'est qu'après avoir réceptionné cette autorisation que vous pourrez derrière envoyer votre courrier par LRR classiquement de notification de la rupture. Étant précisé, dernière précision, pardon, on a une petite spécificité de délai. Donc, pour nos salariés protégés, un délai de 2 mois court à réception de la demande d'autorisation. Vous avez 2 mois à réception pour notifier la rupture aux salariés. Dans le cas classique, pour un motif de licenciement disciplinaire, vous avez au plus 1 mois à compter de la jour de réception de l'autorisation pour pouvoir envoyer votre notification aux salariés. Donc, nous avons balayé de l'embauche à la sortie rapidement certains cas qui nous semblaient importants. Ce PowerPoint vous sera disponible, comme indiqué au début, par Laetitia. Voilà, il vous suffira de revenir vers Camille ou Virginie ici ou vers votre expert comptable. Nous laissons maintenant la main à Camille pour les éventuelles questions.
Oui, merci Maëlys, merci Laetitia. Donc oui, j'ai mis dans la conversation l'adresse email pour demander le PowerPoint, sachant que si vous avez un expert comptable exco, demandez-le directement à votre expert comptable. Quelques petites questions sur la conversation, j'en prends quelques-unes parce que le temps court évidemment, mais on avait une question au niveau de l'embauche, Maëlys, Oui. quand tu évoquais ce qu'il ne fallait pas demander aux salariés. On a Hélène quand même qui demande pour une embauche prioritaire d'un handicap, comment avoir l'information si on ne lui demande pas? Bon, a priori, dans cette situation, comme on est dans le cadre d'une embauche prioritaire handicap, l'échange sera fait là-dessus. En fait, ce qu'il faut retenir vraiment sur ce point-là, c'est que vous ne pouvez pas, hors contexte, si c'est pas comment dire, une embauche précise comme celle-ci, demander ce type d'information. Là, bien évidemment, le salarié va vous présenter les documents utiles pour que vous puissiez constituer son dossier et puis surtout les transmettre à la médecine du travail par la suite. Dans ce contexte-là, si ça ne dépasse pas du cadre raisonnable de l'information dont vous avez besoin et que vous connaissez au vu de cette embauche particulière, ça pose pas de souci. Exactement. Après, nous avions une question sur les règles. Est-ce qu'elles sont les mêmes quand on est en CDD et en CDI sur les règles que vous avez présentées sur les entretiens? C'est une question plus générale. Alors, pour l'ensemble des entretiens individuels, l'entretien individuel n'étant pas obligatoire, celui-ci pourrait s'appliquer à un CDD qui est là présent au moment des évaluations. Pour l'entretien professionnel, il est bien indiqué qu'effectivement, les salariés sous CDD, peuvent bénéficier et même doivent, dans certaines situations, bénéficier de cet entretien pro également. On ne revient pas sur la question de Thierry sur les risques si on ne fait pas si on ne réalise pas les entretiens professionnels. Vous y avez répondu juste après. Mais Eléa nous demande que faire si le salarié ne veut pas faire l'entretien? Peut-il faire un courrier de refus? C'est le Non. salarié qui Alors, refuse. alors, il pourra le faire, hein, mais la position de l'employeur peut être, que ça soit l'entretien individuel ou l'entretien professionnel, il peut très bien le sanctionner pour refuser d'être présent. Ce qu'il ne pourra pas sanctionner, et ce qui n'est pas sanctionnable, c'est le fait de ne pas vouloir signer le compte rendu ou émettre des réserves sur ce compte rendu et refuser de signer. Ça, il ne pourra pas sanctionner. Donc après, à vous de voir s'il ne vient pas, ce que vous souhaitez faire par rapport à ce salarié qui refuse. Alors, on a une question qui est revenue plusieurs fois. À partir de quelle durée considère-t-on qu'il s'agit d'une absence longue durée pour faire l'obligation, évidemment, de l'entretien de retour? Quelle est la durée d'une longue durée? Par rapport Alors, à la maladie, ouais. Oui, oui, par rapport à la maladie. par rapport à la maladie, donc déjà, on avait évoqué le congé maternité. Donc là, Oui, bon, vous avez la durée classique du congé maternité. Pour la maladie, c'est une maladie d'au minimum 3 mois. ok. On a une question plus technique. Si on passe par un groupement d'employeurs, quelles sont les obligations en matière d'entretien? Qui doit les réaliser? Eh bien, là, si on parle des personnes qui sont embauchées par le groupement d'employeurs, pour les mettre à disposition des adhérents à ce groupement d'employeurs, ça sera le groupement d'employeurs, en fait. L'employeur étant le groupement d'employeurs. C'est un peu redondant, mais c'est le cas. Très bien. Et alors là, il y en a plusieurs qui s'enchaînent, mais on va en prendre une dernière. Peut-être le salarié peut-il contester un motif de rupture qui, selon lui, est abusif? Oui, le salarié a toujours possibilité derrière, dans le respect bien évidemment des délais de prescription, de contester le motif de licenciement. Vous avez également la possibilité, une fois la notification envoyée, d'en préciser les motifs dans les 15 jours, vous, de manière volontaire ou sur demande du salarié. Eh bien, voilà pour les questions. Merci beaucoup, Maïlis. Merci, Laetitia. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, Merci à vous. N'hésitez surtout pas à revenir vers vos conseils parce que, outre les côtés vraiment là très généralistes oui, des entretiens, il y a également vos conventions collectives, il y a les particularités peut-être des jurisprudences. Donc, c'est important de revenir vers vos conseils le maximum que vous pouvez pour éviter toute problématique. tout à fait. Merci à vous pour votre attention et vos questions, en fin de ce webinaire et bonne journée. Merci, bonne Merci. journée à tous. Au revoir. Au revoir.